Alors par exemple, si t'es au lycée, tu peux te demander pourquoi, dans l'ensemble des entiers relatifs et dans l'ensemble des polynômes, il y a la même chose qui s'appelle la division euclidienne. C'est quand même particulier. Des nombres, c'est pas la même chose qu'un polynôme. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Que Paso, et aujourd'hui je vais te parler de structure algébrique. La dernière fois, je t'ai parlé un peu de théorie des ensembles et j'ai essayé de t'expliquer pourquoi, dans la plupart des classes préparatoires, dans la plupart des filières, on voyait la théorie des ensembles et la logique en première semaine. De cette petite histoire, on avait conclu finalement qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à faire pour toi en classe préparatoire avec la théorie des ensembles seule, parce que la plupart des objets que tu as étudiés au lycée étaient des objets qui sont structurés. On avait alors donné l'exemple des entiers relatifs, où l'on pouvait faire la somme, on pouvait faire la multiplication, on pouvait aussi dire qu'un entier était plus petit qu'un autre, etc. Ce qui rendait la chose structurée, et ce qui aussi se traduisait par certaines représentations géométriques assez agréables. Alors justement, parce qu'on parle aujourd'hui de structure algébrique, je vais te donner un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est le cercle trigonométrique, le cercle unité, c'est-à-dire le cercle dans R2, qui est centré en 0 et qui a 1 pour rayon. Ce cercle unité, tu vois que géométriquement, ça a l'air d'être quelque chose d'assez organisé quand même. Eh bien, on va formaliser ça mathématiquement. Donc tu peux imaginer que ce cercle unité, c'est l'ensemble des nombres complexes de module 1. Et je t'affirme que là-dessus, tu peux effectuer une multiplication. En effet, tu peux facilement démontrer que le produit de deux nombres complexes de module 1 est un nombre complexe de module 1. Autrement dit, comme on va le voir plus tard, sur ce cercle unité, tu peux mettre une loi de composition interne qui est la multiplication. On voit donc que le cercle, c'est pas un ensemble comme je t'avais décrit la dernière fois, avec dedans un nombre, une matrice et un sandwich, mais c'est quelque chose de structuré. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les structures ? Eh bien, on a envie de repérer les structures qui se ressemblent. Et justement, on va revenir sur ce premier exemple du cercle unité. Si tu écris les nombres complexes sous forme exponentielle iθ, tu peux t'apercevoir alors que si tu multiplies exponentielle IA par exponentielle IB, ça fait exponentielle IA plus B. Et finalement, tu vois que le produit de deux nombres complexes qui sont de module 1, c'est-à-dire sur le cercle trigonométrique que tu imagines, ça correspond en fait à une addition, puisque de A et de B, je suis passé à A plus B. Et je vais me demander alors quel est le rapport finalement entre cette multiplication sur le cercle et cette addition que j'ai sur R. Donc dans cette émission, mon but, ça va être de te dresser un paysage de toutes les structures, ou de la plupart des structures que tu auras pu voir au lycée, et qu'on retrouve fréquemment en classe préparatoire, de manière à ce que ça soit accessible pour un néophyte, c'est-à-dire que les structures algébriques soient dans ton programme ou ne soient pas au programme, je vais essayer de te raconter une histoire que tu vas pouvoir comprendre. Le premier point dont je voudrais te parler aujourd'hui, ce sont les lois de composition. Donc les lois de composition vont se placer sur un ensemble, et vont se scinder en deux groupes. D'une part, tu vas avoir les lois de composition internes. Ces lois, c'est celles qu'on a mises sur le cercle, c'est-à-dire que tu vas faire s'accoupler entre eux deux éléments d'un même ensemble. Tu vois par exemple que tu peux faire la somme de deux entiers relatifs et que ça donne un entier relatif. Donc, avec la métaphore, on a fait s'accoupler deux entiers relatifs entre eux via la loi de composition plus, et on a obtenu un autre entier relatif. Dans l'exemple dont je te parlais dans l'introduction, sur le cercle unité, on a fait s'accoupler deux éléments du cercle unité, on les a multipliés entre eux et on a trouvé encore un élément du cercle unité. Ça traduit quelque chose qui est une loi de composition interne. Alors ces lois de composition interne, tu peux les mettre sur des choses que t'as pas vraiment l'habitude de voir en mathématiques. Par exemple, si tu fais un peu d'informatique, si tu prends une chaîne de caractères, donc t'imagines une suite de symboles, tu peux mettre là-dessus la concaténation. C'est-à-dire que si tu as une suite de symboles et une autre suite de symboles, tu peux créer une suite de symboles, par exemple, en mettant la deuxième suite à la suite de la première. Tout ça, ça va rester des lois de composition internes. De l'autre côté, si tu as les lois de composition internes, tu vas aussi avoir les lois de composition externes. Donc l'exemple le plus simple que je peux te donner de loi de composition externe, c'est finalement quand tu multiplies un vecteur par un nombre réel. Le vecteur que tu peux te représenter dans le plan ou dans l'espace, tu ne l'as pas fait s'accoupler avec un autre vecteur. Tu l'as fait s'accoupler avec un nombre réel. Et donc finalement, il y a une loi de composition qui vient de l'extérieur, qui vient du corps des nombres réels, et qui vient interagir avec ton ensemble de vecteurs que tu considères. Je peux faire ça avec des fonctions aussi, je peux faire ça avec des suites aussi. Si j'ai une suite, je peux donner du sens à ce que serait 2, le nombre réel 2, fois cette suite. Et je peux dire que ça sera la même suite où tous les termes sont multipliés par 2. Donc ça, ce sont des lois de composition externes. Alors quel est l'intérêt de ces lois de composition ? Eh bien c'est que ces lois de composition, si elles vérifient des axiomes qui sont relativement naturels, elles vont structurer l'ensemble. Elles vont faire que du chaos que je t'ai décrit dans la théorie des ensembles, tu vas avoir des résultats
qui vont être valables pour toute une classe d'objets parce qu'ils se ressemblent de par leur constitution. Alors justement, ça m'amène à mon deuxième point, je vais te dresser un peu le paysage des structures algébriques que tu vas rencontrer en classe préparatoire. La première structure, c'est l'ensemble, c'est celle qui ne possède pas de loi. Celle-là, on en a déjà parlé la dernière fois, et tu l'as déjà rencontrée au lycée. Par exemple, quand tu résous un système, t'écris souvent à la fin l'ensemble des solutions et S égale, t'ouvres une accolade, par exemple 2, point virgule, 3, fermez l'accolade. Là, tu as affaire à un ensemble. L'ensemble des solutions d'un système quelconque, a priori, n'a pas vraiment de structure. À la limite, tu peux toujours te dire que si par exemple ces solutions sont réelles, tu peux toujours les ordonner. Donc effectivement, il y a quand même un peu de structure. Mais c'est pas vraiment ici de ces structures-là que je veux parler. La première structure qui est intéressante, tu vas te dire, c'est très simple, je vais prendre un ensemble et je vais mettre une loi de composition interne. Alors sous certaines conditions, et c'est là que je balance un peu quelque chose sous le tapis, ton ensemble muni d'une loi interne va s'appeler un groupe. Alors bien sûr, il va falloir que certaines hypothèses soient vérifiées, mais là je vais pas forcément détailler la chose. Imagine qu'un ensemble avec une loi interne qui soit suffisamment bien faite, ça va te donner un groupe. Par exemple, le cercle qu'on avait avec la multiplication, ça va être un groupe. La droite réelle munie de l'addition est aussi un groupe. Enfin, si tu fais quelque chose qui n'est pas un groupe mais qui est un ensemble avec une loi interne, eh bien l'ensemble des chaînes de caractères dont tu fais la concaténation n'est pas un groupe. Et la chose en fait, c'est que si tu as une chaîne de caractères, tu ne peux pas vraiment faire la concaténation avec une autre chaîne de caractères de manière à ce que ta chaîne de caractères soit la chaîne de caractères vide. Donc en quelque sorte, il y a un problème d'inversibilité, ce qui fait qu'on n'a pas un groupe. La deuxième structure dont je voudrais te parler après la structure de groupe, c'est la structure d'anneau. Donc là, tu vas te dire, dans l'euphorie, j'ai une loi de composition interne, mais qu'est-ce qui se passe si j'en mets deux? Eh bien, si tu les choisis encore une fois avec suffisamment de soin, de manière à ce qu'elles soient compatibles, c'est-à-dire par exemple que tu aies de la distributivité, eh bien tu vas avoir ce qu'on appelle un anneau. L'exemple central que tu peux te faire d'un anneau, c'est l'ensemble des entiers relatifs que tu munis de l'addition et de la multiplication. Tu peux aussi imaginer l'ensemble des polynômes. L'ensemble des polynômes, tu peux les sommer et tu peux les multiplier. Donc, en vérifiant certaines conditions, c'est ce qu'on va appeler une structure d'anneau. Alors tu peux me demander maintenant qu'est-ce qui se passe si je mets 3 lois de composition interne. En fait, il s'avère qu'au lycée, tu as déjà manipulé de telles structures. Par exemple, si tu prends l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficients réels, tu peux les additionner, tu peux les multiplier, et tu peux les composer. Parce que la composition, la multiplication et la somme de deux fonctions polynomiales restent une fonction polynomiale. Mais là, ça sort du cadre des classes préparatoires, donc je vais pas t'en parler plus que ça. La troisième structure dont je voudrais te parler, c'est la notion de corps. Alors en fait, c'est pas vraiment une troisième structure parce que j'ai rien ajouté du tout par rapport à l'anneau. C'est-à-dire que j'ai toujours mes deux lois de composition interne. Par contre, la chose que j'ai ajoutée, c'est que tout élément non nul de ton anneau, il doit être inversible pour la deuxième loi. Alors je vais donner tout de suite un exemple si t'as jamais vu ça. Par exemple, si tu prends l'ensemble des nombres réels, munis de l'addition et de la multiplication, tu sais que tout réel non nul est inversible. Si tu prends un réel x qui est non nul, son inverse c'est 1 sur x. Donc R, on va dire que c'est un corps. Un contre-exemple, qu'est-ce qui n'est pas un corps? Un anneau dont je ne t'ai pas parlé, c'est l'ensemble des matrices carrées de taille n que tu munis de l'addition et de la multiplication. Ça fait un anneau, tu sais que t'as la distributivité, t'as plein d'axiomes, t'as tout ce qui va bien. Par contre, il s'avère que toute matrice non nulle n'est pas forcément inversible. Et donc là, tu sais que t'as un anneau, mais que tu n'as pas un corps. Enfin, la dernière structure, tu pourras l'avoir remarqué qu'il manque quelque chose dans mon exposé, c'est que je ne t'ai parlé ici que de lois de composition interne. Alors on peut revenir à la structure de groupe, où j'avais une seule loi de composition interne, et rajouter une loi de composition externe en plus. Et bien là, en fait, c'est dans ce cas-là que sous certaines conditions, tu vas retrouver un espace vectoriel. Donc tu peux imaginer ton exemple d'espace vectoriel préféré, qui va être l'espace R3. Tu vois qu'avec des vecteurs dans R3, tu peux les sommer, donc ça va être ta première loi interne, et tu peux les multiplier par un nombre réel, ce qui va être ta loi de composition externe. Alors tu vas me dire, c'est bien beau cet exposé, donc les ensembles, les groupes, les anneaux, les corps et les espaces vectoriels, mais à quoi ça sert de faire une telle zoologie? Quel résultat on va pouvoir avoir avec ce genre de théorie-là? Alors justement, c'est mon troisième point, c'est l'intérêt d'avoir mis un nom sur ces structures. Alors le premier point, c'est que les structures apparaissent déjà dans ce qu'on manipule. Il s'agit juste de mettre un nom là-dessus. Donc dans les exemples que je t'ai donnés, il y a des choses que tu manipulais déjà au lycée, et finalement on a mis un nom là-dessus. On sait qu'on peut faire des sommes, des multiplications, etc. On s'est dit tiens, ça c'est un anneau, tiens, ça c'est un corps, etc. Un autre exemple plus intéressant, c'est que les espaces vectoriels apparaissent à d'autres endroits qu'avec des vecteurs comme tu as l'habitude de voir dans l'espace. Par exemple, si tu prends l'ensemble des suites qui vérifient une relation de récurrence linéaire d'ordre 2,
ou si tu prends l'ensemble des fonctions qui sont solutions d'une équation différentielle linéaire, de tels ensembles vont être munis naturellement d'une structure d'espace vectoriel. Donc tu peux te dire que ces structures finalement que tu pouvais croire spécifiques à certains endroits à quelque chose de géométrique, tu peux les retrouver sur des ensembles de suites, tu peux les retrouver sur des ensembles de fonctions. Donc un premier intérêt, c'est de mettre en lien un peu un point commun entre plusieurs domaines des mathématiques qui sont d'aspects disparates. Alors justement, c'est mon deuxième point, c'est que le but, c'est de repérer les objets qui se ressemblent et se demander pourquoi ils se ressemblent. Alors par exemple, si tu es au lycée, tu peux te demander pourquoi, dans l'ensemble des entiers relatifs et dans l'ensemble des polynômes, il y a la même chose qui s'appelle la division euclidienne. C'est quand même particulier. Des nombres, c'est pas la même chose qu'un polynôme. Pourtant, il existe des rapports très singuliers entre ces deux anneaux-là. On peut faire la somme, on peut faire la multiplication, et on peut faire la division euclidienne. Alors il se passe quelque chose, et en fait, tu peux te demander qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces deux ensembles pour qu'on puisse faire de telles manipulations. Eh bien le but, l'intérêt de ces structures, c'est de pouvoir généraliser les résultats, les outils, les théorèmes, à des objets qui sont inconnus, auxquels tu reconnais juste la structure. C'est-à-dire que si tu as un moyen d'identifier la structure de Z et de R de X qui te permettent de faire des divisions euclidiennes, si jamais tu arrives à repérer qu'il y a cette structure sur un autre ensemble, tu vas pouvoir appliquer la division euclidienne et toutes les conséquences qu'a ce théorème, par exemple sur la constitution et sur la structure de ces ensembles. Il faut bien comprendre que si on en reste à la superficie, si on en reste à la théorie des ensembles et qu'on se dit tiens, ça c'est une suite, ça c'est une fonction, ça c'est une matrice, ce sont donc des objets différents, on ne fait rien du tout, on est bloqué. Au contraire, si on va vers la structure, qu'on essaye de voir comment les choses sont constituées, on peut s'apercevoir qu'au fond, même si les objets sont différents, le fonctionnement à l'intérieur est le même. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va donner un nom à ces structures pour pouvoir dire, voilà, dans un groupe, on peut faire telle chose. Dans un anneau, il y a tel théorème. Dans un corps, il y a telle propriété, etc. Donc le résumé de cette petite histoire sur les structures algébriques, c'est que les ensembles ne sont pas structurés. Pour les structurer, tu peux mettre des lois de composition qui sont internes ou externes, qui vérifient un certain nombre d'axiomes, et qui vont former, en mathématiques, des structures qu'on appelle groupes, anneaux, corps, espace vectoriel, etc. On a pris la peine de mettre un nom sur ces structures parce que ce sont des choses qu'on a retrouvées à plusieurs endroits des mathématiques, et quand tu retrouves un schéma qui se répète à plusieurs endroits des mathématiques, tu as envie de construire une théorie qui généralise le résultat pour toute une classe d'objets qui dépasse peut-être les exemples que tu as en tête. Et si tu veux un exemple d'application, si tu es au lycée en première année ou même en deuxième année et que t'as pas encore vu ça, eh bien par exemple une application des espaces vectoriels que tu peux visualiser comme quelque chose de géométrique si t'es encore au lycée, on va s'en servir pour démontrer des jolis théorèmes sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ou sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2. Même si d'un côté t'as des suites et d'un côté t'as des fonctions, tu verras que au fond, on utilise essentiellement les caractéristiques qui viennent du fait que l'ensemble des solutions est structuré comme un espace vectoriel de dimension 2. Alors pour terminer, tu pourrais aussi me demander qu'est-ce qui se passe avec des autres structures justement, qu'est-ce qui se passe si je mets 3 lois de composition interne, si je mets 2 lois de composition interne et une loi de composition externe, qu'est-ce qui se passe si je mets une loi de composition interne mais qui ne vérifie pas les axiomes des groupes, est-ce que ces structures elles existent, est-ce qu'elles n'existent pas? En fait, bien entendu, elles existent. C'est juste que, en classe préparatoire, on va se limiter aux ensembles, aux groupes, aux anneaux, aux corps et aux espaces vectoriels. Ce sont en fait les structures que tu as rencontrées le plus fréquemment au lycée. Ensuite, si tu poursuis tes études, tu pourras t'attaquer à d'autres structures, comme les monoïdes, les modules, les algèbres, etc. Mais, pour l'instant, tu as une petite histoire qui t'explique un peu l'intérêt des structures algébriques et qui te donne un peu la direction que ton cours va suivre si tu en es en ce moment aux structures algébriques. La semaine prochaine, je vais te parler des espaces vectoriels. En attendant, on se retrouve demain pour la 3e marche aléatoire du dimanche, qui va partir des calculs de limites pour aller encore on ne sait où. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.